Bienvenue dans ce nouveau tueur en série. Je suis avec Greg Tabibian. Greg, bonjour. Bonjour. On va parler de This England et non pas de This is England, pas confondre. Donc This England, qui est une mini-série qui parle de l'action de Boris Johnson et de son gouvernement pendant la période du Covid. Bon, Greg, peut-être que tu vas faire ta propre promo et te présenter, même si on te connaît. Bah voilà, je suis un régulier de la maison, mais on va quand même le faire. Greg Tabibian, 39 ans, comédien, vidéaste. Que dire de plus? J'ai pas vraiment de promo. Je suis pas content, t'as oublié de le dire. Oui, je suis pas, la chaîne YouTube, je suis pas content TV. Voilà, il faut toujours... à laquelle vous pouvez vous abonner Victor si vous Hugo, aimez. grand poète français. Tu vois, il faut toujours rajouter des grands poètes français. D'accord, il faut préciser, ouais. Toujours. Bon, quand j'ai vu une série sur le Covid, je me suis dit, waouh, enfin. Parce que j'avais une espèce d'excitation à l'idée de retrouver une période qui, au fond, est quand même déjà suffisamment loin et pas trop loin. Et ça m'a rafraîchi la mémoire. J'avais envie aussi de voir ce que les autres allaient en dire. C'est la première série sur le Covid. Et toi, t'étais excité ou pas? Oui. J'étais excité quand j'ai vu que c'était anglais, déjà. Parce que ils ont un sens du politiquement incorrect et de la subversion qu'on a abandonné depuis longtemps. C'est quand même les seuls à avoir fait, je crois, une série humoristique sur 4 mecs qui préparent le djihad. Oui. Donc, ils ont cette capacité qu'on n'a pas à sortir une série comme ça. Je ne crois pas qu'une série comme ça aurait été vue comme scandaleuse en France si elle avait dépeint l'action d'Emmanuel Macron. Je crois pas que ce serait forcément passé. Donc j'étais assez excité à l'idée de voir comment cette série allait raconter ces événements, tout en sachant que, bien sûr, je suis très peu l'actualité anglaise, et que donc je ne suis Tu serais franchouille? C'est-à-dire Ah oui, un peu, oui, non, mais je suis pas vraiment l'actualité anglaise, si tu veux, donc je ne suis pas en mesure de savoir avec exactitude si ça a collé, si cette série colle à la réalité. Ça aurait été beaucoup plus possible si ça avait été sur Macron. Bien sûr. Mais peut-être moins drôle. Mais voilà, donc est-ce qu'ils ont été gentils, est-ce qu'ils n'ont pas été gentils, ça on en parlera. Oui. Mais oui, au départ, la chose était excitante. Alors, tu sais que quand elle est sortie, cette série, les médias anglais ont trouvé qu'il était beaucoup trop tôt pour parler du Covid, comme si c'était trop douloureux. Moi, je me suis dit, mais enfin, comment un truc qui a occupé les esprits de la planète entière comme ça, comment un truc qui a été aussi important a pu échapper et ne pas être traité pendant aussi longtemps? Peut-être parce que c'était trop tôt. Tu penses que c'est ça? Alors, peut-être pas pour la même raison que les médias anglais. L'argument de la douleur et de la peine, bon, je peux le comprendre, mais les gens sont pas obligés de le regarder, le truc aussi. Surtout qu'il y a quand même des disclaimers qui expliquent que ça peut choquer les gens. Ils prennent le temps de le faire. Oui, mais alors moi, la chose que je me suis dit, peut-être, au fond, ils attendent qu'on ait un peu oublié pour pouvoir nous balancer des informations sans qu'on ait trop un esprit de contradiction, parce qu'on a un peu oublié les choses, quoi. Peut-être, mais d'un autre côté... il y a quand même quelque chose qui est un fait, c'est que ce soit en France ou en Angleterre, les autorités judiciaires qui vont être amenées à statuer sur le caractère criminel de l'action de Boris Johnson, et en France d'Agnès Buzyn et d'Olivier Véran, n'ont toujours pas, ne serait-ce que commencé leur travail. Oui. Donc, il manque quand même, si vous faites un film ou une série sur ça, sans prendre en compte cette donnée-là, parce que vous ne l'avez pas, c'est quand même justement une donnée très importante qui manque. Oui. Parce qu'est-ce que c'est une série sur un criminel ou est-ce que c'est une série sur un doudingue incompétent? Donc, du coup, c'est peut-être effectivement un peu trop tôt. Parce qu'on va faire quoi? On va refaire la même série après avec « Ah oui, mise à jour, il a été condamné ». Tu vois ce que je veux dire? C'est plus intéressant de faire une série qui traite le sujet, justement, quand c'est encore frais dans les esprits, parce qu'au moins, on peut avoir un esprit critique. Je pense dans que 5 ans, on se souviendra plus. Oui, enfin, si en 2023, en 2024, la justice britannique aboutit
à l'inculpation criminelle de Boris Johnson pour son action sur le Covid, ou qu'il se passait la même chose en France avec Olivier Véran, je pense que le sujet du Covid reviendrait dans toutes les mémoires très vite et au-devant de l'actualité médiatique très vite. Donc, après, cette série n'a pas eu vocation à être exhaustive parce que, on le disait avant, le titre est trompeur. Oui. Puisque ce n'est pas une série sur la totalité de Boris Johnson, déjà. Oui, bien sûr, oui. Et puis ce n'est pas non plus une série uniquement sur Boris Johnson. Non. La prestation de l'acteur fait qu'il est effectivement mis au premier plan. On en parlera après. Mais c'est une série qui ne traite même pas de l'action de Boris Johnson pendant le Covid, mais du début de l'action de Boris Johnson pendant le Covid. Parce qu'on te couvre un confinement, il y en a eu 4. Ou 3 là-bas. Donc, en fait, on te couvre les premiers mois de stupéfaction. Oui, comme par hasard, ce sont les premiers mois qui ont été peut-être les plus ambivalents, les plus défectueux, enfin, je sais pas. Oui, mais peut-être les plus pardonnables aussi. Oui, peut-être. Parce que l'effet de surprise est là. Quand ça fait 1 fois que tu confines, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et que tu en as encore à dire aux gens, au bout d'1 an d'expérience, qu'il faut prendre ton café debout, c'est pas la même chose que quand t'as des gens qui sont paumés face à une maladie qu'on connaît pas, face à des Chinois qui donnent pas toutes leurs datas, des gens qui sont privés, qui viennent en plus chez eux de sortir du Brexit. Oui, bien sûr, c'est là où c'est le plus catastrophique. Et encore, en France, je pense pas que ce soit forcément les moments où ça a été le plus catastrophique. Et c'est peut-être une série sur les moments les plus pardonnables. Parce que... Il y a quand même un rapport du temps à l'information, parce qu'il y a une chose que la série montre très bien. Bon, on voit toutes les séquences, tous les épisodes qu'on a vus sur le Covid, à savoir les pénuries de masques, les pénuries de tests, les hécatombes dans les EHPAD. Bref, un espèce de traumatisme comme ça, international, quoi, planétaire. Et puis, cette espèce de ce que j'appelle une montgolfière un peu médiatique. En 2022, elle fait pchit. Il se passe plus rien et on l'oublie tout et on n'en parle plus, comme s'il n'avait plus existé. Est-ce que ton avis c'est voulu? Est-ce que tu as remarqué ça aussi? Oui, il y a Poutine, il n'y a plus besoin. Il y a trois narratifs. Il y a attention. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des choses artificiellement créées, parce que ça, c'est des choses qu'on m'a fait dire, que c'était des narratifs mis en place. Non, les faits sont les faits, et puis dessus, on crée des narratifs politiques. On décide d'en faire ce qu'on veut de tout ça. Sûr. Mais il y en a 3. Il y a le réchauffement climatique, il y a Poutine, et il y a le danger sanitaire. Bon, le danger sanitaire, il est un petit peu en retrait. Mais on voit que même des fois, ils sortent des cartes qui n'ont pas de cohérence. Olivier Véran a dit il y a 3 jours que les grévistes avaient une action très négative sur le climat. Donc, ils accéléraient le réchauffement climatique ou je sais pas quoi. Donc en fait, c'est un peu camoulox. Un coup, les gilets jaunes sont les alliés de Poutine, les grévistes, c'est le climat. Bon, c'est assez difficile de rattacher, mais ils pourront le refaire avec aisance, de dire, et il suffit qu'il y ait une petite remontée de Covid, et en plus, ces gens-là sont des dangers. Les mêmes qui étaient dangereux parce que leur manifestation renforçait Poutine, ont été dangereux parce que leurs manifestations faisaient se répandre la pandémie, et sont maintenant dangereux parce que leurs manifestations créent du réchauffement climatique. Donc, ils jouent un peu au bonto avec ce truc-là, et aujourd'hui, ils ont un narratif plus frais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent rechanger et ils rechangeront. Oui, c'est derrière nous. Donc c'est du marketing politique. C'est du marketing politique. Et cette série, d'ailleurs, montre très très bien à quel point le gouvernement britannique a semblé visiblement omnubilé par la communication. On a l'impression que 50% de leur temps de travail consiste à trouver des éléments de langage sur des paperboards. Alors, sur des paperboards, c'est flippant, quoi. C'est flippant. Parce que moi, j'ai trouvé ça flippant aussi. Ce que j'ai trouvé très, très flippant, c'est que, en fait, ils vont jusqu'à pipoter le nombre de tests faits dans une journée. Ils les condensent 3 jours en un seul, parce qu'il faut passer un palier. Et il y a comme une espèce de compétition internationale au mec qui pisse le plus loin, quoi. C'est exactement ça. Et à celui qui fera le plus de tests. Et
et à celui qui aura le plus de masques, quoi. Même si à un moment, quand justement il lui dit ouais mais regarde en Italie, et je crois que c'est un des mecs qui coupe la parole, qui lui dit fuck you, on n'est pas l'Italie, donc on est l'Angleterre. Donc il y a quand même aussi cette, je trouve un peu volonté de montrer qu'il ne se serait pas tant inscrit que ça là-dedans. J'ai été assez surpris d'une chose aussi, c'est qu'il parle jamais de la France. Non. Il compare la situation anglaise à l'Espagne, il compare la situation anglaise à l'Italie. C'est vrai. Bon, je pense que s'il avait comparé à la France, il serait peut-être que du coup ils auraient dévié de leur objectif qui était de montrer que c'était les plus nuls de la planète, parce que se serait peut-être aperçu que c'était pas le cas. Mais c'est vrai que voilà. Mais c'est vrai qu'il y a même pas une image quand ils font les rétrospectives des gens anonymes de la planète entière qui applaudissent. Ouais. Tu vois pas une rue de Paris. Ouais. C'est vrai. On ne voit pas la France, on n'en entend pas parler. Ouais. Et je pense que c'est... Tu as tapé sur une casserole, toi, tous les soirs à 20h pour rendre hommage aux soignants? Non. J'ai été applaudir la soignante qui est dans l'immeuble. Oui. J'ai été la remercier personnellement pour ce qu'elle faisait. Et si je voyais des soignants, je les félicitais et je leur disais merci de ce qu'ils faisaient. Avec des cantateurs qui chantaient à leur balcon. Oui, mais j'ai vu des trucs incroyables. C'était surtout une volonté des gens de retrouver un lien social. C'est vrai. Et j'ai vu un des trucs qui m'a le plus botté, il m'a vraiment fait bien rigoler, le Boléro de Ravel, fait par l'Orchestre de Paris. On peut le retrouver encore sur leur chaîne YouTube. Et alors, c'est un espèce de Skype. Et tu connais le boléro de Ravel, c'est bon, t'as un instrument qui rentre, et puis le deuxième, et puis le troisième. Et au fur et à mesure que chaque instrument rentre, tu as l'écran qui se split, et à la fin, l'écran, et c'est une mosaïque de 50 musiciens. 50 musiciens, non, c'est un orchestre symphonique avec plusieurs milliers de personnes, ça n'existe pas. Donc avec une cinquantaine de personnes, et c'est assez impressionnant et c'est assez amusant. Bon, revenons un petit peu à la série. Moi, il y a un truc qui m'a quand même un peu interloqué. Le conseil scientifique peut dire une chose, il peut dire son contraire, c'est pas grave, on lui en veut pas, parce qu'il dit lui-même, on apprend tous les jours sur leur maladie. Par contre, quand les politiques, eux, se plantent parce qu'ils n'avaient pas prévu cette espèce de traumatisme, cette espèce de pandémie, eux, ils n'ont pas le droit à l'erreur. C'est normal ou c'est pas normal? Comment tu juges ça? Normal, c'est pas normal. Déjà, ils n'ont pas la même responsabilité. Il y a des gens qui sont élus, il y a des gens qui ne sont pas élus. Il y a des gens qui ont un mandat, et une responsabilité devant le peuple, et il y a d'autres qui en ont moins. D'un autre côté, on est d'accord que ce film, dans cette série, il y a quand même une volonté aussi de se farcir Boris Johnson. Oui. C'est ça que je voulais te dire. Si, moi, demain, j'ai envie de me farcir Emmanuel Macron, et que j'étais amené à faire une série comme ça, je pense que je pourrais prendre ce pari scénaristique de dire, parce que c'est une série, donc c'est un narratif, que les autorités scientifiques ont été parfaites. Parce que, du coup, ça renforce la responsabilité des acteurs politiques. Bien sûr. Parce que si personne ne sait rien et que c'est le sbeul généralisé, c'est pas vraiment de sa faute. Mais si on voit un type qui préfère citer du Shakespeare plutôt que d'écouter les scientifiques, du coup, ça renforce le côté qu'il y a une responsabilité forte et particulière de Boris Johnson, de son principal conseiller aussi. Enfin, de son principal conseiller, de son gouvernement. Il n'y a que son ministre de la Santé qui en prend conscience un peu avant les autres, mais sinon, les trois quarts, ils n'y croient pas, quoi. C'est un truc qui arrive et puis voilà, quoi. Puis voilà. Hein et on voit par contre les scientifiques extrêmement sérieux, l'air perturbé, et voilà. Donc il y a quand même un peu de manip quand même. Il y a un biais, il y a éventuellement un biais, mais encore une fois, je crois que le but de la série était d'attaquer Boris Johnson, et particulièrement sa gestion au début de la pandémie, là où il est le plus... Alors c'était justement ma question. Les Anglais ont l'impression, enfin c'est ce qu'on voit dans cette série. Moi, j'ai pas suivi du côté anglais avec des lunettes anglaises, mais on a l'impression que les Anglais ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Mais en fait, l'espèce d'amateurisme, il est planétaire, quoi. Il est planétaire. Mais j'ai pas l'impression que il a peut-être un petit peu plus merdé avec son immunité collective. Il y a ce choix. Il y a ce choix quand même qui a pesé. Mais enfin, en Suède, ils l'ont fait aussi. Ça n'a pas été une catastrophe comme en Angleterre. Et puis l'Angleterre, de toute façon, n'est pas comparable aux autres
pays. Elle a des liens très forts avec le Commonwealth, notamment l'Inde, qui était bien affectée aussi, et proche de la Chine. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que la France, c'était quand même exactement la même chose, voire même peut-être en pire, quoi, non? Bah, peut-être même en inversé. Parce que ce qui est fascinant avec le personnage de Boris Johnson, comme il est dedans, c'est que c'est un type qui passe la série entière à citer Churchill comme un exemple, à rêver d'être Churchill, alors qu'il est l'incarnation de l'anti-Churchill. Oui. Quand il est dans ses réunions de ministres, il est petit, il est voûté, limite, il se fait couper la parole par ses ministres. Enfin, c'est un coq, comme on dit aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est une victime, ce pauvre garçon. Alors qu'en France, c'est l'inverse. On a eu un mec qui s'est pris pour un épidémiologiste, qui a pris tous les gens qui en témoignent aujourd'hui, 80% des décisions. Avec un brief journalier quotidien comme un militaire avec en ce moment pendant l'Ukraine. Il a décidé de tout le temps, y compris quand il y connaissait rien. Oui. Alors que Boris Johnson, c'est plutôt le mec qui a décidé de rien et qui a écouté le dernier qui a parlé, quoi. Donc on a un peu l'impression qu'il y a quand même une différence, c'est qu'eux, ils reprochent à leur chef de l'État d'avoir été beaucoup trop effacé. Et nous, je pense que le reproche qu'on pourrait faire à Macron, il serait plutôt inverse, c'est d'avoir été omniprésent, omnidécident, alors qu'il n'y connaît rien du tout. Rien. Je pense que c'est plutôt le reproche inverse qu'on pourrait faire à Macron. Alors il y a un truc qui est pas trop mal montré dans la série. C'est qu'on voit une planète qui habituellement est survoltée, qui bouge dans tous les sens, etc., et qui subitement s'arrête net comme ça. Il y a cette image qu'on a tous des Champs-Élysées où il n'y a pas une voiture et qui a surpris tout le monde. Est-ce que c'est parce que la France a eu peur, le monde a eu peur à ce moment-là? Parce que c'est presque un film d'anticipation, quoi. Le monde a eu peur et a respecté les consignes. Le monde a eu peur. Ils ont dit aux gens de ne pas sortir de chez eux. Les gens ne sont pas sortis de chez eux. À 150 € la promenade, oui. T'as pas envie, hein? Oui. Non, mais il y a des gens qui l'ont plus ou moins respecté, mais la majorité fait que t'as des rues qui sont vides au bout d'un moment parce que on dit aux gens de pas sortir. Donc oui, la planète a eu peur. Ouais. Il y a une chose qui est aussi... Elle a eu raison. Hein. Oui, elle a eu raison d'avoir peur. Oui, je pense aussi. Oui. Alors il y a une chose qui n'est pas montrée du tout, c'est le peuple et sa soumission. On ne voit jamais la soumission. Ce n'est pas le sujet. Le peuple doit être dépeint, et il est vrai, comme brave, comme courageux, comme résilient. Il y a quelque chose aussi sur lequel, alors pareil, je ne sais pas, parce que je n'ai pas suivi leur actualité, si ils ont fait l'impasse sur ça, ou si ça n'est pas montré parce que ce n'est pas le sujet. Oui. Mais ils ne parlent absolument pas de la réaction de leurs élites non politiques. Les élites intellectuelles. Oui, et moi, je pense que c'est peut-être une des seules choses positives qu'on peut tirer de ce Covid, c'est que ça a permis de voir qu'un certain nombre de gens qui se revendiquent pourtant être des gens de gauche, des gens libéraux, comme notre ami Raphaël Enthoven, deviennent, dès qu'il y a un pet pangolin, des malades mentaux. Voilà, des gens qui se sont félicités que des gens perdent la vie, qui sont allés insulter des morts, qui sont allés prendre des pauvres dames qui n'avaient pas pu assister à l'enterrement de leurs parents ou à la mort de leurs parents. Des aides-soignants qui ne voulaient pas vacciner. Qui disaient bravo. Sans chômage. Exactement. Qui se sont félicités de ça, qui ont réclamé de la prison ferme pour des gens qui ne faisaient que donner des opinions qui n'allaient même pas contre d'ailleurs les directives de l'OMS. Donc beaucoup de ces gens-là ont montré que c'est un libéralisme intellectuel de façade et que à la moindre situation qui impose à ta société, à ta civilisation de montrer ce qu'elle vaut en termes de résilience, de valeurs, d'éthique. C'est la débandade absolue. Ils n'ont pas montré, si tu veux, ces hordes de journalistes fous qu'on a eu chez nous. Ils n'ont pas abordé cet aspect-là. L'aspect médiatique, il est traité dans un tout petit épisode, mais à peine, où on voit ce journaliste qui leak l'info que Cummings était en fait en escapade, qu'il n'a pas respecté les consignes sanitaires. Mais c'est tout. Ils ne montrent pas le pétage de plomb généralisé des gens, puis toute cette partie de la population française. Parler des gens connus médiatiquement, mais même de ces millions d'anonymes qui se sont comportés comme les pires des merdes. Et ils ont... Après, est-ce que c'est pas plus mal de montrer le narratif d'un peuple soudé ?
Je pense que c'est une bonne idée de le faire. On n'est pas obligé de montrer qu'il y avait des salauds chez les petites gens, mais ils auraient pu montrer, peut-être que ça n'a pas été le cas chez eux, mais ça m'étonnerait, qu'il y a eu une trahison de la classe médiatique qui a été, en termes de partage des torts en matière d'incompétence, à 50-50 avec ce gouvernement, même si bien sûr les conséquences de leurs décisions n'ont pas eu d'impact sur des milliers ou des millions de gens qui sont morts. Ça, c'est une certitude. Mais eux-mêmes, ils ont pas insisté sur cet aspect-là, oui, c'est vrai, qui aurait été très intéressant. C'est vrai. Mais parce que je pense encore une fois, mais là c'est pas le but. Tu l'as souligné. Le but, c'est quand même, le titre est trompeur. Le titre, c'est This England, c'est Angleterre, donc les années Boris Johnson. C'est donc faire croire que les années Boris Johnson, c'est uniquement cette période du Covid. Alors qu'il a quand même il a été maire de Londres, c'est lui qui a fait le Brexit, et je pense justement que là, en fait, il a commis l'impardonnable. Il y a le temple sacré qui est l'Europe de Bruxelles, et il a voulu rompre. C'est une revanche sur le Brexit. Il a voulu, il a voulu prendre. Il a annoncé les beaux jours du Brexit, etc. Avec une économie qui se devait d'être faste, etc. Et malheureusement, l'économie n'est pas au rendez-vous parce qu'il y a ce Covid qui arrive. Mais il a commis le sacrilège des sacrilèges. Il est sorti de la communauté européenne. Et je pense que c'est quand même là qu'il faut voir... une volonté de se le farcir. De se le farcir. Même si le premier épisode où il traite du Brexit, en tout cas dans la forme... Oui. C'est pas grossier. On ne montre pas les populistes, les machins. Ils te disent, voilà, ils ont fait leur truc, tu les vois heureux. C'est toujours comme ça dans les mini-séries. Hein. Au début, on se retient, parce que si tu provoques, tu rentres pas dans la série et tu dis... et tu lâches, tu zappes. Tandis que là, t'accroches même ceux qui sont proches de Boris Johnson, et petit à petit, tu les convertis. Oui. Non, quand tu veux convertir, il faut pas effrayer. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question de savoir... Qu'est-ce que le premier épisode fout dans la série ? Parce que le premier épisode est sur le Brexit. Et ensuite, c'est une série médicale pendant 5 épisodes. C'est ça. Il n'y a aucun lien de corrélation entre ce premier épisode et le Covid. C'est aussi parce que les mini-séries sont en fait des films découpés en tranches. C'est pour ça. Même si ça avait été un film de 3 heures, on dit pourquoi ils ont fait la première demi-heure. Surtout que le pilote fait 1 heure, contrairement aux autres épisodes qui font 40. C'est vrai. Donc pourquoi la première heure du film, elle est sur un sujet, et les 2 autres heures, elles sont sur un autre. Même dans un film, j'aurais peut-être même trouvé ça encore plus bizarre. Mais je vois pas trop au début, je me suis dit, c'est bien, parce que... Tu vois, justement, avec le titre, je me suis dit, quand j'ai vu le premier épisode, tu vois, je pensais que ça allait être que sur le Covid. Non, ça a l'air de traiter de... non. Je pense que c'est fait exprès, je pense. Alors justement, The Guardian estime que la série est trop sympathique envers Boris Johnson. Par rapport à Macron, comment tu vois Boris Johnson Justement, je ne connais pas vraiment dans le détail son action, mais je sais que si c'était la même série, avec les mêmes dialogues, les mêmes personnages, était sortie et que Macron avait été dépeint comme est dépeint Boris Johnson dans la série-là, comme un doudingue qui se prend pour qui est ailleurs, ce qui ne serait pas très incohérent vis-à-vis de Gaulle, de Macron qui a une tendance à se prendre pour De Gaulle et pour un roi de France aussi accessoirement. S'il me l'avait dépeint comme ça, j'aurais trouvé la série très gentille. Mais parce que j'ai peut-être un biais sur Macron. Est-ce que finalement cette série montre quoi ? Qu'ils ont été à la bourre sur les vaccins ? Comme tout le monde. Non, qu'ils n'avaient pas de vaccin d'une maladie qui n'existait pas. Qu'ils n'avaient pas de tests. Qu'ils n'avaient pas assez de tests. Qu'ils étaient en pénurie de masques. Et qu'ils ont un peu bidonné les chiffres. Mais on ne parle pas du 2e confinement, du 3e confinement. C'est comme si, en gros, on te prenait Macron et qu'on te disait, alors voilà, la responsabilité de Macron, c'est le dérapage de Sibeth Ndiaye. C'est Jean Castex qui allait serrer une main un jour, il fallait pas. Et puis qu'au début, ils n'ont pas vraiment écouté Agnès Buzyn. Et qu'on te zappait les amendes à 150 €, les auto-attestations, les gens qui ont été interdits d'aller voir leurs parents mourants, qu'on t'abordait rien, qu'on te parlait pas du Rivotril. C'est comme si, en fait, alors là, sur les EHPAD, c'est assez bien montré. C'est vrai. C'est vrai qu'ils insistent beaucoup dessus, mais tu vois, c'est comme s'il manquait quand même... Avec le concours de musique dramatique pour faire pleurer Margot.
Tu vois, c'est comme si j'aurais trouvé ça trop gentil. On notera que la série n'aborde absolument pas le Partygate. C'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire que c'est quand même un ministre qui est allé faire la teuf pendant le confinement, qui a reconnu publiquement, qui a dû s'excuser, qui sera peut-être condamné pour ça. Ça n'est pas abordé. Non. Ça n'est pas abordé. Oui. Sauf dans une phrase, dans le générique de fin, où ils te disent, avec des phrases blanches sur fond noir, les principaux événements qui sont arrivés après, youpla boum. Ouais, on voit quand même le conseiller de Boris Johnson qui se tire à la campagne pendant que on n'a pas le droit de bouger. Ça, on le voit. Ça, on le voit, c'est vrai, ils l'ont pas loupé, lui. Et d'ailleurs, il fait plus, c'est lui le méchant. Hein. Il fait plus mauvais, opportuniste. On a envie de le détester beaucoup plus que Boris Johnson. Alors, oui. Mais on va y venir, justement. Boris Johnson, qu'est-ce qu'on voit ? On voit l'interaction avec sa vie privée, c'est-à-dire, il divorce. Le Covid tombe au moment où il divorce de son ancienne femme. Sa nouvelle femme accouche. Donc il est préoccupé par le divorce et tout ça, etc. C'est compliqué. Sa nouvelle femme accouche et on le voit la nuit se lever pour aller donner le biberon, etc. Bon, moi je l'ai fait pour tous mes enfants, donc je ne vais pas lui reprocher de l'avoir fait. Mais je pense que quand on est Premier ministre, on doit être en forme le lendemain matin pour le Conseil des ministres. Surtout quand les gens clament la gueule ouverte ou plutôt non la gueule la gueule sur l'oreiller. Et lui non, il donne son biberon, il est préoccupé par son lit sur Shakespeare. C'est peut-être comme ça que ça s'est passé. Ouais, tu penses que c'est plausible, ça, quand même, qu'un type ne soit aussi peu sensible comme ça au sort de son peuple, alors que, justement, il est touché par Churchill. C'est un peu contradictoire. On a un président, Churchill, c'est l'homme du peuple. Hein, on a un président qui est pareil. Bah oui, mais Macron se revendique de Gaulle, qui est l'incarnation de l'homme du peuple. Donc, le meeting d'ouvriers, tu regardes le nombre d'ouvriers qu'il y a dans les meetings de Gaulle et le nombre d'ouvriers qu'il y a dans ceux de Pompidou, c'est divisé par 70. Enfin, tu vois, je veux dire, bien sûr, bien sûr. Donc, non. Et justement, tu voudrais dire un président qui passe son temps à faire des grandes phrases incompréhensibles sur Robinson Crusoe et qui traite les gens comme s'ils étaient de traîtres. Ça le rend sympathique ou pas pour toi ? Tu préfères le technocrate. Ça le rend individuellement sympathique. Oui. Mais ça le rend d'autant plus hors sol. Oui. Donc c'est paradoxal. Parce que tu te dis, d'accord. Il est complètement hors sol, mais d'un autre côté du coup, sa naïveté et son excentricité vont l'absoudre. C'est le phénomène François Hollande. Hein. Ouais. Aujourd'hui, tu as, je crois, 70% des gens qui disent que Hollande n'était finalement pas un si mauvais président. C'est quand même le président en exercice qui a le plus recouru aux assassinats politiques. Hein. Donc au bout d'un moment, je veux bien, mais c'est très facile cette image de... Il y a des gens qui ont même été élus là-dessus. Donc, oui, c'est vrai que ça peut pousser les gens à lui... un petit peu à le pardonner. Elle est très paradoxale, cette série, parce que, je te dis, je ne sais pas. D'un côté, on a l'impression qu'ils ont voulu se farcir Boris Johnson pour quelque chose, mais d'un autre côté, ils mettent en avant la période où il est peut-être le moins coupable, parce que c'est la période où on sait le moins, et où, en plus de ça, on le fait passer pour une sorte de doudingue. Il y a des passages qui sont drôles. Quand il commence à insulter ses collègues de travail, mais dans des tirades de 40 secondes où il parle en grec ancien, et que le mec attend qu'il lui traduise, il dit non mais je vais pas traduire, casse-toi. Et que tu sais, il vire le gars. C'est drôle quoi. Alors, le jeu d'acteur est quand même très paradoxal. Il est particulier. On dit certains disent que c'est fascinant, d'autres disent que c'est grotesque. Enfin, vraiment, la presse est partagée. Moi, j'ai trouvé quand même qu'il avait des mimiques pas possibles. C'est un peu trop. Limite, je sais pas, enfin, limite anormal, quoi. C'est un peu trop. Hein? Oui, c'est un peu trop. L'accent, les espèces de gestes qu'il fait comme ça. C'est ça, ouais. Sont un tout petit peu trop caricaturés. Un peu schizo, quoi. Un tout petit peu trop, voilà. Tu joues pas Hitler dans son bunker. C'est ça, voilà. Faut pas déconner non plus. D'accord, ouais. J'ai pensé à ça Parce aussi. que moi aussi, j'ai pensé à ça. C'est vraiment, on aurait vu... Hitler qui tremble, qui est comme ça, etc. Là, c'est un peu l'équivalent. C'est le malade mental. Il dépeigne une personnalité, pas en matière humaine, hein, mais en matière de comportement délirant. Délirant, oui, je suis d'accord. Si t'enlèves les crises de hurlement typiques d'Hitler que lui n'a pas, qui seront plutôt des crises d'apathie, d'abandon et tu te dis c'est un peu trop quand même.
Je suis d'accord. C'est vraiment comme si, je sais pas, demain, ils nous faisaient le même film et que le mec qui jouait Jean Castex jouait vraiment comme Bourvil. Ah bah non, alors, bon vélo, tu vois non, c'est pas non plus ça. Oui. C'est vrai qu'avec un accent du Sud rigolo et un peu enrobant, mais c'est pas non plus... Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Alors, pour conclure sur, comment dirais-je, sur la série en général, deux critiques. The Independent qui dit voici le spectacle que précisément personne ne demandait. Et puis, à l'inverse, le New York Times, parle de scènes déchirantes. Là, on voit à l'article que celui qui a écrit l'article a dû souffrir. Moi, j'ai trouvé ça très désagréable à regarder. Voilà. C'était blessant, c'était dur à voir. J'ai eu aucun membre de ma famille direct proche qui est mort du Covid. Même j'ai trouvé ça... Alors, dans l'environnement de TV, on a eu une petite dizaine de personnes qui sont passées, quoi. Hein. Oui, non, mais je connais des gens qui sont morts du Covid, mais pas... ma mère n'en est pas morte, ma tante, aucun... Bon, mes grands-parents sont plus vivants, mais n'est mort directement du Covid. Oui, je comprends. Donc, et pourtant, j'ai trouvé ça assez... dur. Les scènes médicales sont dures. Dures, oui. Elles sont dures. Je vais pas cacher que je respecte le choix de mise en scène. Je ne l'aime pas. D'accord. J'ai trouvé que cette façon d'entrecouper, de mettre en parallèle donc des images d'un personnel soignant qui sont des personnages secondaires, donc on ne va pas s'y attacher spécialement. Ouais. Avec systématiquement de faire l'aller-retour entre ce qui se passe dans les cabinets et ce qui se passe dans le monde réel, je saisis l'idée. C'est intéressant. Mais au bout du troisième épisode, vous pouvez pas couper par deux les plans sur les EHPAD. On a compris, ça fait 7 fois qu'on voit un vieux différent mourir. Oui. Et le même médecin appelait ses proches pour lui dire il est mort. On a compris, la force de l'émotion est peut-être un petit peu étouffée dans la répétitivité du truc, avec énormément de musique. Il y a un côté très clip show, il y a toujours un arrière-plan au piano, comme dans les émissions de Vie ma vie ou de trucs comme ça. Je suis d'accord. Tu sais, j'attendais la BO de Requiem for a Dream là, qu'ils utilisent dans tous les reportages télé. À un moment, c'était le fait d'avoir pris, parce que j'ai l'impression que c'est le cas, des vrais extraits du journaux. Quand on entend les journalistes parler en voix off, des vrais, est intéressant pour le coup. Mais j'aurais aimé, je crois pas qu'à part dans le dernier épisode, et dans le premier, dans tout le cœur de la série, je ne crois pas qu'il y ait un plan où on voit les ministres du gouvernement plus de 10 minutes sans qu'ils se soient interrompus par une scène médicale. Oui, c'est vrai. Et des fois, je me suis dit, putain, ils ont pris House of Cards, et c'est comme si toutes les 10 minutes, ils avaient mis des petits bouts d'urgence. Oui. Des petits bouts d'une série médicale, je comprends, comme ça. Et au bout d'un moment, c'est un mélange de Dr House et de... Oui, ça m'a un peu saoulé. Oui, je comprends. Ça m'a un peu saoulé parce qu'au bout d'un moment, je pense que j'aurais préféré la même série sans ces passages-là, sans tous ces passages médicaux. Oui. Quelques-uns qui montrent vraiment, parce que c'est important de voir que le personnel soignant n'avait pas ce qu'il fallait pour travailler. C'est important de voir que dans la vie réelle, ça fait des morts. C'est important de le montrer. Une fois, ça suffit. 15. D'accord. C'est pourquoi. Mais, enfin, néanmoins, moi, je ne ferai pas le difficile comme toi, parce que d'abord, c'est la seule série qui ose traiter du sujet. Je ne comprends pas que personne ne traite ce sujet qui a occupé les esprits de la planète entière. Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est la première des choses. Elle a le mérite de montrer quand même que les politiques ont fait de la com'. Plutôt que de mettre les moyens devant les problèmes. Exactement. Plutôt que d'être préoccupés par les moyens, ils sont préoccupés par les effets d'annonce. Ça, c'est quand même très clairement dit. Il y a certainement des travers que tu as bien dépeints, etc. Mais au moins, elle a le mérite de nous remémorer quelque chose qu'on est sur le point d'oublier quasiment, quoi, parce que l'Ukraine est en train d'effacer nos mémoires, puisque chaque événement, en chasse un, et finalement, au fond, le Covid est déjà très loin. Voilà, donc pour ceux qui veulent se remémorer un tout petit peu cette période délicate et se faire une opinion, c'est sur Canal+, mais elle est également disponible en VOD. Et puis, je te dis merci, Greg. Ouais, je rajoute juste un truc. Oui. Ce que tu dis, c'est la seule série qu'il y a, donc c'est bien qu'on l'ait. Oui. Mais est-ce que tu penses, par exemple, en France, que ce dont on aurait peut-être besoin, c'est quoi? C'est une série ou c'est un reportage? Une vraie enquête qui
qui met fin à cette dilution de l'information permanente et qui dit regardez, si on prend heure par heure, jour par jour, c'est ça les décisions qui ont été prises. Est-ce qu'on n'a pas plus besoin justement du réel? Parce que là, tu sais pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors si c'est un reportage... Sauf que si tu veux, quand il y a eu, c'est une réelle, quand il y a eu un incendie, quand il y a eu un crash dans une entreprise, on fait un débriefing. On essaie de comprendre pourquoi. Bien sûr. Le débriefing, il est utile après. Après coup, quand les esprits sont retombés, quand les informations sont recentralisées, redigérées, etc., analysées, etc. Ce travail, il n'est pas fait. Oui, mais regarde, le 11 septembre, ils ont attendu combien de temps avant de sortir le fameux film, là? Je ne sais pas. Tu vois, je pense qu'ils ont attendu à peu près le même délai de 3 ans. Ils l'ont pas sorti l'année d'après ou même l'année d'après, je crois. Je sais pas, faudrait vérifier, mais je me demande si c'est pas le temps normal. Je sais pas. Bon, écoutez, vous ferez une opinion sur Canal+. À bientôt. Merci Greg. Merci à toi.